Bah Fabrice, mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'arrose avec de l'air parce qu'on n'a plus d'eau, il n'y a plus d'eau dans le puits, il pleut pas. En fait, on est voilà, hein, en France, on est le 4 septembre 2020 et en Bourgogne, là, ici, il n'a pas plu depuis quasiment 2 mois. On a eu à peine 30 mm avec un été qui était très très chaud. Donc voilà, hein, j'arrose avec de l'air, juste avec ce que j'ai. Eh ben, on est toujours le 4 septembre 2020, il fait toujours 30 degrés à l'ombre, mais autre ambiance, autre endroit. On est dans un endroit qui est beaucoup plus ombragé, donc beaucoup plus frais également au niveau du ressenti, et puis plus humide. On voit cette 3D qui est en place, on est dans un secteur du jardin-forêt, et on voit aussi l'humidité qui reste présente, et permis justement parce qu'on a densifié le paysage, et on a aussi implanté une grande diversité d'espèces. C'est cette densité-diversité qui va être aussi une réponse aux problématiques de surchauffe et de sécheresse. Là, c'est intéressant de voir justement que les 30 mm à peine en 2 mois ont suffi à maintenir la terre de surface comme ça humide, parce que forcément on a les jeux d'ombrage, on a des champignons dans le sol, toute la vie associée comme ça, et le plus grand réservoir d'eau, il est dans un sol vivant, un sol humifère, un sol à tendance forestière. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, donc, c'est de vous donner des astuces, comment faire en sorte de créer un jardin-forêt qui va être le plus résilient possible, qui va pouvoir perdurer dans le temps malgré les problématiques de surchauffe et d'épisodes de sécheresse qui vont être de plus en plus fréquents et de plus en plus importants. Une des réponses, alors on va avoir aussi des techniques, bien évidemment, de permaculture, de stockage de l'eau, de collecte d'eau pluviale, mais cependant, malgré toute cette technicité, le plus grand réservoir d'eau, il est contenu dans les plantes et dans le sol. Donc la réponse la plus intéressante, c'est de densifier le paysage, puisque personne n'arrose une forêt et la forêt se maintient beaucoup plus que ce qu'on peut voir dans une prairie qui, à ce moment-là de l'année, va être complètement desséchée, calcinée, brûlée, va ressembler à une savane finalement. Donc on va densifier, diversifier le paysage, et puis aussi on va introduire des espèces et des variétés, donc un choix d'espèces et un choix variétal qui va être beaucoup plus adapté à des contextes secs et à des contextes chauds. La notion du coup de densité du paysage est importante parce que ça appelle à la notion d'arbres AFI, les arbres qui sont architecturaux, fertilisants et ingénieurs, et pour ça on vous renvoie sur une petite vidéo qu'on a faite sur le sujet. Ça veut dire que certains arbres sont mis en supplément dans le paysage, il y aura un élagage dessus, une taille, un récépage, tout ce que vous voulez, et ça va faire des rémanents qui vont revenir au sol, donc des branches, des feuilles mortes, et ça va participer aussi au stockage avec le bois mort, stockage de l'eau sur la parcelle. Donc la technique des AFI est clairement une technique aussi pour soutenir l'humidité, la rétention d'eau sur la parcelle. Du coup, on vous a préparé une petite liste de plantes qui sont intéressantes et des plantes, vraiment des espèces alimentaires d'avenir. Alors il y a notamment Sorbus domestica qui est le cormier. Alors on va avoir les variétés sauvages, on va avoir des variétés domestiquées. On a le frêne à manne qui est Fraxinus ornus. On va avoir les oliviers. Il y a certains oliviers, des variétés qui vont résister à moins 20, moins 25. Donc on a sur un choix variétal aussi qui va permettre d'acclimater l'espèce beaucoup plus au nord par rapport à l'aire de répartition d'origine. On a les jujubiers, les grenadiers. Alors pareil, le grenadier par exemple, on récolte des grenades en Bourgogne, mais parce qu'on va utiliser des variétés qui viennent d'Ouzbékistan, du Turkménistan, des endroits où il peut descendre à moins 17, moins 18 degrés par exemple l'hiver. Les azéroliers, qu'on va trouver le long du bassin méditerranéen, qui sont des Crataegus, Crataegus azarolus. Les féviers, qui sont des arbres légumineux, qui vont être aussi des arbres possiblement nourriciers, alors avec des variétés sélectionnées, des variétés fruitières, comme par exemple la variété Kaloun. Citons aussi les mûriers en arbre, les morus, qui vont faire des fruits comestibles. Ça va être aussi un légume cuit, donc on va manger les jeunes feuilles cuites des morus. Les cornouillers mâles,
le chêne balotte. Alors c'est un Quercus ilex ballota, de la sous-espèce balotte. Ce sont des chênes persistants qui font des glands doux, donc des glands qui sont peu tanniques et qui vont quasiment pouvoir être consommés crus ou en tout cas cuits sans aucun problème, comme de la châtaigne. On a les cognaciers, le néflier d'Allemagne qui tient très bien au sec, beaucoup d'Eleagnus, notamment le goumi du Japon. Il y a aussi l'Eleagnus angustifolia qui tient bien le sec, les mycocouliers, les feijoa, la roche de mer, donc Atriplex alimus, dont on a déjà parlé sur une vidéo précédente. Il y a l'arbre salade, le cédrel de Chine, le Tuuna sinensis. Et puis sur des rosacées fruitières, hein, dont on a plus l'habitude, évidemment, il va y avoir les pêchers, les abricotiers, les amandiers. Un peu moins connu, le ragou minier, qui est Prunus tomentosa. Et pour parler un petit peu de lianes, alors il y a des vignes, hein, une fois qu'elles sont installées, elles vont pouvoir les prospecter en profondeur et puis être autonomes sur des sols qui sont vivants. On a aussi l'akébi, enfin les akébis qui sont des lianes qui résistent bien au sec une fois qu'elles sont installées, des lianes qui sont fruitières. Et alors pour quelque chose qui est vraiment sudiste, la salse pareil, dont on va pouvoir manger les jeunes pousses cuites par exemple. Donc ça voilà, ça fait partie d'un petit lot d'espèces qui est intéressante d'introduire si vous le souhaitez, si les parties alimentaires vous intéressent, en jardin-forêt. L'autre point qui est important, voire capital, c'est la qualité des plants qui vont être achetés, donc surtout quand on parle d'arbustes, de petits arbres et surtout de grands arbres, c'est vraiment la qualité du faisceau racinaire, donc veillez à ça. Et puis une technique qui est prometteuse, c'est la technique de plantation de jardin-forêt par semi-direct, mais ça ce sera le sujet d'une autre vidéo. La logique finalement de vous donner aussi ces listes d'espèces, c'est vraiment de se projeter, non pas juste dans l'espace, mais également dans le temps. C'est vraiment ça qu'on fait quand on crée un jardin-forêt. Imaginez-vous dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, alors d'un point de vue voilà, par exemple climatique, effectivement il faut tout à fait penser le système en amont, le conceptualiser avant pour qu'il puisse résister à ce que sera la France en 2050 ou en 2060, puisque les arbres sont des plantes qui vont vivre longtemps. Ce qu'elles vont connaître à l'état juvénile va être différent de ce qu'elles vont connaître à l'état adulte, donc vraiment partir sur une grande diversité et sur un choix variétal aussi qui est adapté. On espère que cette petite liste va vous donner tout plein d'idées et va vous permettre aussi voilà, de créer des paysages qui sont généreux, résilients et nourriciers. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!